vidéo de celui de mai 2018 pour la revue Militant en présence de son rédacteur en chef. Alors le thème aujourd'hui, Afrique du Sud, de l'apartheid au racisme anti-blanc. Pouvez-vous commencer par l'arrivée des Blancs en Afrique du Sud, le phénomène de colonisation et l'apartheid qui s'ensuit? Alors, les premiers à être arrivés en Afrique du Sud, à avoir touché le cap de Bonne-Espérance, ce sont les Portugais. Mais la véritable installation, l'histoire de l'Afrique du Sud commence avec l'arrivée des Hollandais, de la compagnie des Indes néerlandaises, qui ont voulu installer au Cap un comptoir de ravitaillement pour aller aux Indes néerlandaises. À cet effet, ils ont envoyé en 1651 Jan van Riebeeck avec 200 hommes pour justement créer ce comptoir. Et à partir de là, progressivement, les personnes qui étaient dégagées du service de la Compagnie des Indes néerlandaises ont été incitées à faire souche pour justement créer ce noyau de comptoirs, de relais sur la route. Et il faut dire qu'à l'époque, la région était quasiment vide. Tout ce qu'on y trouvait, c'était les populations San, Khoi, c'est des populations, disons, assez primitives qui vivaient là. Alors au début, les contacts ont été bons. Ensuite, comme les Hollandais ont avancé sur leur terre de pâture, il y a eu des conflits, avec un certain nombre de morts du côté des indigènes, si on peut dire. Qu'on appelle les Hottentots, que les Hollandais ont appelé les Hottentots parce qu'ils les considéraient comme des bégayeurs avec leur langue à clap, c'est une langue très particulière. Mais il y a eu aussi des métissages avec ces populations, ce qui a créé d'ailleurs un important groupe actuel en Afrique du Sud, le groupe des Métis, qui est dans la province du Cap. Ce sont des Hollandais qui se sont mariés donc avec des femmes Hottentots de ces régions-là. Et la colonie a commencé à grossir par la suite avec l'arrivée d'Allemands, l'arrivée de protestants, et en 1685, à la suite de l'édit de Nantes, de la suppression de l'édit de Nantes, donc de l'édit de Fontainebleau, de huguenots français qui se sont installés donc, dans la province du Cap, et auxquels on a donné des terres pour développer notamment la culture de la vigne. D'ailleurs, vous allez encore à 60-80 km du Cap, vous avez le coin des Français, Franz Hoek, où là vous avez les vignes, l'embryon du vignoble sud-africain. Voilà. Et ensuite, la colonie s'est développée jusqu'au moment où les Anglais, eux à leur tour, sont arrivés, ont pris pied dans la région, poussant en même temps les Hollandais, les futurs Afrikaners, à aller conquérir, nomadiser à l'intérieur de la steppe africaine. Il faut dire qu'à cette époque-là, on ne trouvait pas un seul noir à plus de 1000-1500 km du Cap. C'était des régions désertiques et dans lesquelles les bourgs, les paysans afrikaners nomadisaient et vivaient avec leurs troupeaux. Donc essentiellement, ces terres ont été colonisées par des Blancs et on peut dire que préalablement, il n'y avait rien ou pas grand-chose avant. Non. On peut dire que sur toutes les terres qui vont jusqu'au Transvaal, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors il a fallu attendre les années 1750-1760 pour que ces Hollandais arrivent, ces trekkers, ces bourgs, arrivent en contact avec les tribus bantoues. Alors c'était des chefferies très importantes, les Kossa.
et aussi les Zoulous qui font partie de cette mouvance. Vous arrivez vraiment à l'est, à 1500 km du Cap, à la Red River, ce qu'on appelle Red River. Et là, à ce moment-là, il y a eu effectivement des escarmouches, des guerres entre tribus, étant donné que les Blancs se considèrent comme une tribu blanche africaine, les Afrikaners. Mais en même temps, avec l'installation progressive des Anglais dans la région, les Afrikaners ont eu tendance à s'écarter progressivement du Cap et justement à coloniser, à conquérir tout ce centre de l'Afrique du Sud. Enfin, de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Et on en est arrivé, donc je pense les différentes étapes, mais au moment des guerres de la Révolution française, les Anglais ont pris pied au Cap, puisque la Hollande était passée sous les mains des républicains français, et par mesure de sûreté, ils se sont emparés de ces territoires qui relevaient de la Hollande. Alors effectivement, il y a eu une période où, quelques années, les Anglais, après la paix d'Amiens, ont restitué aux Hollandais la souveraineté, et puis dès que les guerres ont repris, ils se sont réinstallés donc dans la province du Cap. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la césure, la coupure a été de plus en plus importante entre les populations anglophones et les populations néerlandophones. Ce qui a poussé, là encore, les Boers, donc les Afrikaners, à étendre leur conquête dans les steppes de l'Afrique du Sud. Et dans les années 1830, lorsque les Anglais ont supprimé l'esclavage et ont voulu imposer la langue anglaise comme seule langue officielle dans la colonie, dans la région, des 10 000 paysans afrikaners, les Boers donc, ont entamé ce qu'on a appelé le Grand Trek, c'est-à-dire la grande transhumance, et ils sont partis avec leurs chariots. Et ils sont arrivés finalement, dans les années 1850-1860, à fonder des républiques indépendantes, la République du Transvaal et la République libre d'Orange, où là, vous aviez véritablement des États afrikaners. Alors c'était des États agrestes, des États, disons, à l'économie très primaire, puisqu'il n'y avait aucune industrie, il n'y avait rien, c'était peut-être chaque république 10-15 000 personnes, mais dans lesquelles vous aviez un véritable pouvoir afrikaner distinct du pouvoir britannique. Pendant ce temps-là, les Anglais, eux, avaient continué à s'installer dans la province du Natal. La province du Natal, qui est aujourd'hui, comment dire, c'est là où se trouvent les Zoulous. Les Zoulous. Et il faut voir une chose, c'est que dans le même temps, les Afrikaners les Boers arrivant en contact avec les Noirs, il y a eu plusieurs guerres. C'est ce qu'on appelle progressivement les guerres Cafres, les Noirs étant appelés les Cafres. Vous avez vu, je crois, 7 guerres Cafres, et elles se sont toutes terminées à l'avantage des Afrikaners. Et il faut dire que dans la mentalité afrikaner, il y a, disons, une mentalité messianique. Les Afrikaners sont tous des calvinistes. Et les calvinistes, très influencés par l'Ancien Testament, ont développé l'idée de peuple messianique, un côté peuple élu, oui. Un côté de peuple élu chez les Afrikaners. Et il faut dire que les Afrikaners, dans les guerres au cours desquelles ils se sont retrouvés avec les Bantous, les Xhosa, ils ont toujours eu le dessus. Alors, à certains moments, les tribus Xhosa venaient ravager les terres des Boers avec des massacres très importants. Les Boers, à leur tour, faisaient d'autres massacres. Et un jour,
il y a eu une attaque extrêmement importante, c'est la bataille de Blood River, au cours de laquelle 500 bourgs, regroupés avec leurs chariots, ont tué plus de 10 000 Xhosa, 10 000 Zoulous qui les attaquaient. Et effectivement, ce genre de victoire a renforcé chez les Afrikaners, chez les bourgs, cette idée-là. Leur idée de peuple élu, puisqu'effectivement, à 500, mettre hors de combat 10 000 soldats, c'était quelque chose d'énorme. D'ailleurs, l'organisation en chariot, enfin en fort construit, mobile avec des chariots, comme on retrouve d'ailleurs au Far West, parce que finalement la conquête des terres vierges de l'Amérique du Nord et les conquêtes des steppes d'Afrique australe, ça relève à peu près de la même chose. Et vous avez ce système toujours d'organisation des convois en cercle avec les chariots, qui remonte d'ailleurs, pour la petite histoire, aux guerres hussites. Les guerres hussites en Bohême. Les Hussites qui s'étaient organisés autour de Gangishka, qui était le chef des Taborites, donc des Hussites, ont réussi à tenir en échec pendant des années et des années les troupes impériales, parce qu'ils s'étaient organisés aussi en cercle de chariots. C'est une tactique très ancienne, mais très payante, et qu'ont reprise les bourgs. Donc, à partir de là, ils ont établi les républiques du Transvaal et la République libre d'Orange, à ceci près que ça dérangeait fortement les Anglais. Donc il y a eu, à partir de 1877, vous avez eu les Anglais qui entamaient une guerre pour essayer d'asservir les républiques bourgs. Alors ils ont prétexté qu'ils n'arrivaient pas à réduire d'autres révoltes de tribus noires avec lesquelles ils étaient entrés en contact au Natal, enfin, sur le Limpopo, sur la Red River, pour lancer la guerre contre les bourgs. La seule chose, c'est que les troupes anglaises se sont trouvées défaites. Les troupes anglaises donc ont pris une défaite assez importante à la bataille de Majouba, et un accord a été conclu entre les Anglais et les bourgs. Mais il faut bien comprendre que dès cette époque-là, enfin disons dès la présence anglaise, le peuplement blanc n'est pas unique, n'est pas unifié. Vous avez à l'intérieur une guerre constante, une bagarre constante entre les anglophones et les néerlandophones. On dirait que côté néerlandais, donc ça fait un peu colonisation de peuplement, alors que côté britannique, c'est plus un impérialisme classique, c'est ça? Les Anglais, c'est plus un impérialisme classique, oui, tandis que les Anglais, eux, ils viennent là pour des raisons économiques, des raisons commerciales. Les bourgs, eux, se sentent véritablement africains et se sentent véritablement un peuple blanc, mais en Afrique, enraciné, qui s'installe, qui développe sa culture et son territoire. Et pourquoi pas d'ailleurs, c'était des régions de terre vierge, ils s'installent, et pourquoi d'ailleurs l'Afrique aurait-elle été uniquement un continent noir? Le Sud pouvait rester uniquement blanc. Le seul problème qu'il y a eu à terme, c'est qu'il y a eu la différence de démographie. De démographie. Les Blancs ont toujours représenté moins du quart de la population des États d'Afrique australe. Même dans le temps, sur le long terme. Sur le long terme, à partir du moment où le gros malheur, si on peut dire pour les Afrikaners, ça a été la découverte des gisements d'or et de diamants. À partir de ce moment-là, il a fallu faire venir de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, effectivement, on a embauché de la main-d'œuvre noire. De la main-d'œuvre noire. Et c'est à ce moment-là que les populations ont commencé, disons, à se mélanger sur un même territoire.
Donc, et effectivement, le degré de développement était quand même différent entre les Blancs et les tribus noires. Et les Blancs arrivaient avec tout le développement européen. Les Noirs restaient quand même primaires par rapport. Et il y a eu ce développement du mythe de la supériorité des Afrikaners sur les populations noires. Et si les Afrikaners voulaient à terme, vu la présence importante de réserves de populations noires venant du nord de l'Afrique et descendant vers l'Afrique australe, s'ils voulaient maintenir leur supériorité, il n'y avait d'autre moyen que ce développement séparé. S'ils voulaient même maintenir la spécificité blanche. Ce qu'on appelle apartheid, hein, puisque c'est le développement séparé. Alors voilà. Alors, il faut dire que, avant d'arriver à l'apartheid, il y a donc ce problème entre les Blancs, les Anglais, les anglophones et les Néerlandais. Et les Néerlandais, qui subsistaient d'un bout à l'autre. Alors vous avez eu la première guerre des Boers en 1877, qui s'est terminée en gros par une victoire des Boers. Mais les affaires ont reprise, si on peut dire, avec la deuxième guerre des Boers en 1899. Et là, les Anglais n'y sont pas allés par quatre chemins. Fort de leur supériorité d'armement, leur supériorité militaire, ils sont arrivés à réduire les bourgs. C'est là d'ailleurs qu'ont été créés les premiers camps de concentration. Les premiers camps d'internement des Afrikaners, ce sont les Anglais qui les ont créés. Entre Blancs. Entre Blancs, oui. Et les pertes, là encore, à cause des maladies, du typhus, toutes ces choses-là ont été extrêmement importantes. Il y a eu plus de 50-60% de pertes. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Alors, quand on parle des camps, des maladies, des morts qui arrivent dans les camps, effectivement, là, vous en avez un exemple. Vous avez d'ailleurs des photos d'enfants amaigris, véritablement affamés. C'était propre à l'époque, hein, d'ailleurs, c'est côté quantité industrielle des camps de concentration et tout ça. Enfin, c'est pas que des régimes étiquetés fascistes qui ont fait ça, de toute manière. On en avait aux États-Unis, on avait en Russie. Mais là, mais il faut dire, mais les premiers qui ont créé ce système d'internement, ce sont les Anglais. Et contre les Afrikaners. Et contre les Afrikaners, oui, mais voilà, donc... c'est le premier historique, en fait. Oui, c'est le premier cas historique. Alors, effectivement, bon, ce qui s'était passé, c'est bon, les généraux Boers n'ont pas démérité. Bon, il faut citer Botha, Joubert, un nom français, Smuts, qui n'ont pas démérité, mais finalement submergés par le nombre, démoralisés. Ils ont signé en 1902 la paix de Vereeniging, et qui finalement les soumettait aux Anglais, aux Britanniques. La seule chose, c'est que très vite, l'étau s'est desserré et il y a eu des accords qui ont été signés entre les Boers et les anglophones, redonnant une autonomie de fait aux républiques d'Orange et du Transvaal. Et à ce moment-là, alors vous avez eu dans les populations afrikanères ceux qui ont pensé qu'on pouvait s'entendre avec les Anglais. Alors vous avez eu Botha et Jan Smuts, qui a fini par être maréchal britannique, qui est un personnage extrêmement important. Smuts, c'est un personnage assez extraordinaire. Il était général Boer. C'était un philosophe, il a fait des travaux sur le holisme, et puis après il a été ministre, chef du gouvernement jusqu'en 1948. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous avez eu au sein des Afrikaners une scission, si on peut dire, entre ceux qui voulaient s'entendre avec les Anglais, qui étaient partisans de s'entendre avec les Anglais, et ceux plus indépendantistes. Et ceux plus indépendantistes. C'est vrai, après c'est quelque chose qu'on peut retrouver de multiples fois, ça prend d'autres formes, mais c'est souvent le cas, oui. Voilà. Partisan d'un rapprochement et l'autre... Et ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez eu véritablement, on peut dire, un nationalisme boer
qui est africanaire, qui s'est développé et a développé la théorie, qui existait déjà, le développement séparé. Ça existait déjà, la séparation entre peuples et entre communautés. En fait, elle n'était peut-être pas théorisée, Elle n'était pas théorisée. ou de manière légale, usée de manière judiciaire, mais en fait, de fait, les communautés étaient séparées, quoi. Étaient séparées, oui. Il a fallu attendre 1948 pour que Malan arrive au pouvoir. Donc du Parti national, ça s'appelait? Le Parti national arrive au pouvoir et qui met en place une politique d'apartheid, c'est-à-dire une politique de développement séparé. Alors, la politique de développement séparé visait à quoi? À préserver la spécificité culturelle et ethnique de chacune des populations. Alors, c'était très compréhensible dans la mesure où les populations étaient réparties sur des territoires bien identifiés. Mais à partir du moment où, avec le développement économique de l'Afrique du Sud, vous aviez des mélanges de populations sur un même territoire, eh bien, effectivement, il fallait, si on veut dire, codifier la cohabitation. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu ce qui s'est développé, c'est avec Malan, mais après surtout avec Verwoerd, qui lui a succédé. Il y a eu Verwoerd, mais il y a eu aussi Strijdom. Mais il y a eu un développement séparé avec ce qu'on appelle l'apartheid mesquin, le petit apartheid, c'est-à-dire que les bus, vous ne pouvez pas monter dans le même bus un blanc et un noir, vous ne pouvez pas aller sur le même banc, vous ne pouvez pas aller sur les mêmes plages, des choses comme ça. Bon, c'était les choses qui étaient peut-être les plus invivables pour les gens. Mais effectivement, si vous voulez, à partir du moment où vous aviez des peuples qui avaient une haute conscience d'eux-mêmes et qui voulaient se perpétuer en tant que tels, eh bien, il n'y avait pas d'autre moyen que d'établir un développement séparé. Et qui dit développement séparé dit d'une manière ou d'une autre hiérarchisation des communautés. Alors la question de la hiérarchisation des communautés, quelque chose d'extrêmement important qui est pas théorisé et qui est très peu accepté dans le monde chrétien, dans la mesure où on considère qu'un homme est égal à un homme. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui ont leur propre culture, qui ont conscience d'avoir une spécificité, de vouloir la garder, vous n'avez pas d'autre moyen que d'établir une hiérarchisation des communautés. Ce système de hiérarchisation communautaire existe dans l'hindouisme. L'hindouisme, le système des castes, c'est une hiérarchisation communautaire entre les hautes castes, c'est-à-dire les Aryens, qui ont conquis le pays. D'ailleurs, les hautes castes, ce sont des Blancs, ce sont des Aryens pour l'essentiel. Et au fur et à mesure, vous descendez, vous avez les populations plus ou moins colorées, comme les Dravidiens et autres. Mais oui, et le système. Alors en Inde, la hiérarchisation se fait selon le système pur-impur. Et ce qui évite les mélanges de castes et autres. C'est très racialiste, oui. C'est très racialiste, et c'est ce qui a permis à différentes ethnies, différentes populations de vivre ensemble. Mais ça a un prix. C'est qu'il y en a qui ont un statut social supérieur aux autres, et on ne se mélange pas. C'est un autre type de vivre ensemble. C'est un autre type de vivre ensemble. Alors, avec évidemment des aspects humiliants qui existent inévitablement. Bon, ça, le système islamique le connaît très bien d'ailleurs. Alors, vous avez le système islamique, un autre système de hiérarchisation communautaire. Dans la l'Andalouse ou même au Moyen-Orient, de toute manière. Mais c'est même Mahomet qui a instauré ce système de hiérarchisation communautaire. Vous pouvez continuer à vivre sous autorité musulmane, avec vos propres lois, à la condition de payer un impôt, la jizya. Et vous n'accéderez jamais à certains postes de direction. Et il y en a même après qui ont ajouté des statuts infamants qu'on appelle le statut d'Omar. Enfin, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à l'Empire ottoman de tenir. Vous aviez le millet chrétien orthodoxe qui s'administrait selon les lois chrétiennes, mais qui est obligé de payer un tribut à l'empereur ottoman. Vous aviez les juifs, le millet juif, vous avez le millet arménien, chacun vivait selon ses lois, mais au-dessus, il y avait le
le musulman, le musulman, le turc. D'ailleurs, à l'intérieur des musulmans, ils ne s'entendaient pas entre le turc qui était supérieur à l'arabe. Mais oui, non, mais à chaque fois, on retrouve toujours même, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, même en partageant la même foi, si on veut dire, la même religion. Et quand on a supprimé ça, ça a été l'éclatement de l'Empire ottoman, parce que faire vivre des gens qui n'ont pas les mêmes références religieuses, juridiques, sous la même loi, quelle loi choisir? Donc, c'est ce qui a accéléré l'éclatement de l'Empire ottoman. Vous aviez en Pologne pourtant terre chrétienne, vous aviez le système des Kahals, qui étaient les communautés juives qui s'administraient selon leurs propres lois. À partir du moment où vous avez eu l'Aufklärung au XIXe siècle, et qui a supprimé le statut juif, ça a mélangé chrétiens et juifs. Eh bien, vous avez eu le développement de tous les problèmes de cohabitation avec tous les systèmes, tous les pogroms et toutes ces choses-là. Chose qui n'est pas pour plaire aux juifs, d'ailleurs, qui aiment bien rester ghettoisés entre eux. Et voilà, donc vous avez ce problème-là. Et en Afrique du Sud, le seul moyen de maintenir la cohabitation entre tous ces différents peuples, et avec une démographie noire très forte, très forte, c'était de maintenir ce système de développement séparé. D'ailleurs, il y avait des universités noires et il y avait des universités blanches. Mais c'est pas comme si les Noirs n'avaient rien non plus. Non. Et la seule chose, il faut bien reconnaître que le niveau de développement culturel et surtout industriel des Noirs n'était pas celui des Blancs. Et l'Afrique du Sud a été un grand pays puissant économiquement, militairement, aussi longtemps que l'administration, les postes de direction ont été tenus par les Blancs. Et sans doute que même ce dont les Africains bénéficient ont été apportés aussi par les Blancs en partie, j'imagine. Effectivement. D'ailleurs, les premières élites Xhosa ont été formées par les missionnaires, les missionnaires protestants. D'ailleurs, c'est au Natal, dans toutes ces régions-là, ce sont les missionnaires qui ont créé ces premières élites de la bourgeoisie noire. Hein. Alors, effectivement, le seul problème, c'est que dans l'apartheid, à partir du moment où vous aviez un système de représentation démocratique, parce que les Anglais ont très vite instauré un système démocratique, de parlementarisme, à l'image de celui de l'Angleterre, mais dans lequel le parlementarisme, la démocratie ne fonctionnait que pour les Blancs, et éventuellement pour les métis. Les colones, les métis. Mais les Noirs n'avaient aucune représentation. Donc, à un moment ou à un autre, logiquement, ça devrait. Il faut être cohérent. Ouais. Il faut être cohérent. Et ça, effectivement, ça a été le fait des luttes à l'intérieur des mouvements afrikaners. Entre ceux qui voulaient maintenir, comme Verwoerd, qui voulait maintenir un système d'apartheid très strict, et puis d'autres qui se rendaient compte que finalement il fallait arriver à donner des gages aux Noirs, leur donner une possibilité d'exister par eux-mêmes, d'avoir une représentation politique. Et après, c'est un régime, donc l'apartheid, qui a été trahi en 1992 par le président de Klerk. Par le président de Klerk. Alors là, justement, là encore, pendant des années, les Afrikaners sont restés bloqués sur un apartheid strict. Et du jour au lendemain, on lâche tout. Du jour au lendemain, on lâche tout et on donne le pouvoir à la loi du nombre, en fait. À la loi du nombre, à la loi du monde, à la loi du nombre, un homme, une voix, qui effectivement, vu la supériorité numérique des Noirs, faisait que les Blancs étaient écrasés. Et la solution, elle n'était pas là. La solution, elle n'était pas la trahison de Klerk. D'ailleurs, même, autant qu'on puisse le savoir par les propos de Mandela, avait une très mauvaise considération pour de Klerk, en le considérant comme un esprit mou, un esprit tiède. Quelqu'un qui avait une solution beaucoup plus réaliste, c'était l'ancien chef d'état-major des forces sud-africaines, le général Viljoen, qui, lui, voulait justement créer un État blanc.
Viljoen voulait créer un État blanc. Et tout simplement, ça ne s'est pas fait parce que la communauté internationale ne l'a pas favorisé, et puis parce que les Afrikaners eux-mêmes, démoralisés, croyaient moins en la possibilité de créer un État blanc. Mais l'idée de créer un État blanc dans lequel on aurait regroupé tous les Afrikaners était prévu. Était prévu. Et en gros, si l'on veut dire, c'était là la solution. Et je me souviens que Bernard Ludon, qui s'intéresse pas mal à ces questions, un spécialiste. Il avait dit assez récemment que ça peut être assez dur et direct, disant les Blancs méritent ce qui leur arrive actuellement, grosso modo, en disant que à l'époque, on leur avait proposé un référendum de Klerk, savoir s'ils continuaient les négociations avec l'ANC, donc le Parti noir, qui, dans son projet, avait le projet de récupération des territoires aux Blancs, en fait. Ce qui fait que les Blancs n'y croyaient plus, comme vous dites, ils ont voté majoritairement, voire très majoritairement, pour que ces négociations se fassent. Et comme vous dites, la démographie noire a emporté politiquement et démocratiquement la chose. Et maintenant, vous avez, disons, ça ne peut pas s'appeler un apartheid, mais vous avez... Oui, une espèce d'apartheid inversé, oui. Même si c'est une autre forme. C'est un apartheid inversé, avec évidemment un énorme racisme vis-à-vis à l'égard des Blancs. Le pouvoir actuel, vous avez l'ancien président Jacob Zuma disait prenez vos mitraillettes, massacrez les Blancs. Vous avez encore les plus extrémistes des membres de l'ANC disent la même chose. D'ailleurs, l'hymne de l'ANC, si je ne me trompe pas, les paroles, c'est tuer du blanc, quoi. Ouais, il y a l'hymne algérien, je ne sais plus c'est le combienième couplet, qui est très violent aussi à l'égard de la France. Oui. Non, les pays décolonisateurs, ils ont. Non, mais là, regardé, il est sûr que une mauvaise solution a été adoptée, mais aujourd'hui, les Blancs ont tout lâché. Et c'est eux aujourd'hui qui payent qui payent. D'ailleurs, l'émigration blanche est extrêmement importante. Tous les Blancs qui peuvent partir s'en vont. Pouvez-vous détailler le combat nationaliste des Afrikaners d'hier à nos jours? Alors, c'est vrai que vous l'avez fait en partie. J'en ai parlé un petit peu. Ça a commencé avec la prise de conscience, effectivement, de l'identité africanaire face à la domination britannique et l'imposition comme seule langue administrative de l'anglais. Et dès les années 1870, vous avez eu la création de l'Afrikaner Bond avec Stephen Dutoit. Dutoit, encore un nom français. Il y a les Boers aussi qui se joignent un peu à ce courant-là. Justement, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, oui, ce sont les bourgs qui se regroupent autour de... Ah oui, Boers, les bourgs en fait, c'est ça. Les bourgs, les Afrikaners, enfin, bourg c'est paysan. D'accord. Bourg, Boer, Bauer en allemand, ce sont les paysans. D'accord. Ce sont les paysans. Donc, ces Afrikaners, ils ont commencé à créer effectivement leurs propres organisations. Le journal dit Afrikaans Patriot. Oui, Afrikaans Patriot, qui avait été créé par Dutoit et qui a été, disons, un journal rédigé en Afrikaans et qui a permis même à la limite de codifier cette langue, de la développer. Ah, oui. D'ailleurs, Dutoit a écrit une histoire des Afrikaners, mais très empreinte de messianisme, de mysticisme. Et ça donne une langue germanique. C'est très proche du néerlandais. Oui. Il y a du portugais dedans, il y a quelques mots français, mais c'est très très proche du néerlandais. Je ne suis pas spécialiste de l'Afrikaans, loin de là, mais quand vous connaissez de l'allemand, vous connaissez du néerlandais, vous arrivez.
vous en sortez, vous en sortez très bien. Ah oui, ça. Et dans la région, il y a eu le gros capitaliste Cecil Rhodes aussi qui a Cecil laissé son Rhodes. nom. À la Rhodésie. Oui, oui, aussi. Aujourd'hui, la Rhodésie du Nord, c'est la Zambie, la Rhodésie du Sud, c'est le Zimbabwe. Mais vous avez ce nationalisme. Alors, effectivement, la spécificité du nationalisme afrikaner, c'est le refus du mélange des races. Mhm. Les Anglais n'ont jamais été aussi catégoriques sur la situation, mais les Afrikaners ont toujours été pour le maintien de la pureté de la race des africaine, de ce peuple élu. Et vous dites, oui, cette église réformée un peu a soutenu cela. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, on a connu ça aussi en Amérique latine avec l'invasion espagnole. Limpieza des sangre, on disait la pureté du sang. La pureté du Et sang. l'Église catholique elle-même avait soutenu ça. Ah, oui, oui. D'ailleurs, avec toutes les variantes de métissage en Amérique latine, il y a à peu près une dizaine de mots espagnols qui servent à décrire un peu tous les trucs possibles. Enfin, oui, non, mais là c'est sûr. Hein, tous ces gens-là ont toujours développé leur l'idée de pureté, de rester soi-même. Et c'est tout à fait normal. Si on est conscient de ce que l'on est, d'où l'on vient, on veut transmettre intégralement ce que l'on a reçu. Et sans altération. Ça paraît tout à fait normal. Alors il y aura peut-être une légère modification, mais en gros on veut garder cet esprit, quoi, essentiellement. Voilà. Alors, dans les années 20, pourtant, on a fini, les bourgs ont réussi à obtenir la pratique du bilinguisme. Mhm. Du bilinguisme. Entre anglais et... Voilà. Mais avec le temps, nécessairement, et la politique de compromission, si l'on peut dire, menée par le gouvernement Botha puis le gouvernement Smuts, se sont développés des gens qui voulaient maintenir, comment dire, la spécificité africaine contre les Anglais. Effectivement, ils n'oubliaient pas les massacres que les Anglais avaient perpétrés contre eux, la politique anti-afrikaner menée par les Britanniques. Et d'ailleurs, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui seront partisans du Troisième Reich, en fait, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une scission qui s'est créée, et avec les gens les plus, disons, les plus conscients de la spécificité afrikaner, et ils ont même créé un parti à part qui a un nom très particulier, c'est l'Osva Brandwag, qui signifie la sentinelle du char à bœuf. Mais sentinelle du char à bœuf, c'est quoi? J'ai parlé tout à l'heure oui, la stratégie de ces chars qui servaient d'habitation aux trekkers qui nomadisaient avec leurs troupeaux. Bon, et cette organisation, effectivement, est une organisation qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a refusé que les troupes sud-africaines entrent en guerre aux côtés des Britanniques. Il y a même eu des attentats. Cette organisation a amené des attentats. Et du point de vue de l'idéologie et de la doctrine, il est vrai qu'elle développait des idées assez proches de celles du national-socialisme. Notamment le refus de la démocratie parlementaire, du métissage, le principe du chef et autres. Et lorsqu'il y a eu... ils avaient même aussi une organisation paramilitaire, la Sturmtier, c'est-à-dire des troupes d'assaut, hein, Sturmabteilung en allemand, Sturmtier, troupes d'assaut, voilà, Sturmjäger, quoi, on pourrait presque dire. Ce qui était et en 1941, ils s'y sont même pris à des troupes à Johannesburg, qui se sont pris à des troupes sud-africaines, et en blessant plus d'une centaine de soldats. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu une répression, et même celui qui allait devenir un des premiers ministres de l'après-guerre du gouvernement afrikaner, John Vorster,
faisait partie de ce mouvement-là et a été interné pendant quelques années. Et après, bon, comme toute société, elle a connu ses crises économiques, donc vers 1905, 1909. Et ça, on a connu là l'essor même de populations blanches pauvres. Aux États-Unis, on appelle ça des white trash, poubelles blanches. Oui, il y a eu les pauvres blancs, et effectivement, le développement de cette minorité de blancs pauvres a poussé aussi à la doctrine de l'apartheid, dans la mesure où, si l'on voulait éviter la paupérisation durable de tous ces blancs mis en concurrence, si on peut dire, avec les noirs, le seul moyen, c'était de créer un statut propre pour préserver la vie et le statut social déjà affaibli de ces populations. C'est ça. Ils avaient à la charge, de toute manière, comme bien premier, d'abord leur population, quoi, comme tout État. Quoi. Comme tout État, oui. Charité bien ordonnée. Commence par soi-même. et on peut dire d'ailleurs que si le système de l'apartheid n'a pas duré, ou n'a même pas, enfin n'a pas duré, il a duré de 48 à 80, 96, en gros, quarantaine d'années. Où les Juifs ont été partisans et à la fin l'ont lâché d'ailleurs. Et à la fin l'ont lâché aussi, oui. Il y a une assez grande entente entre l'Afrique du Sud et Israël d'ailleurs. Un temps, l'Afrique du Sud a vu la bombe atomique grâce à Israël. Ah oui. Et Mandela en était entouré d'ailleurs. Et Mandela, oui. Mais eux, c'est variable en politique. Oui. Ils ont au moins le mérite, les Israéliens ou les Juifs, c'est de raisonner en termes nationalistes, c'est-à-dire ils traitent tous les problèmes par rapport à leurs intérêts. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ce qui n'est pas notre cas. Les autres nationalistes, justement, on dit traitons les problèmes de la France par rapport aux intérêts de la France. Donc ça, on ne le fait pas. Et en Afrique du Sud, le vrai problème, c'était de traiter les intérêts des Blancs et de l'Afrique du Sud par rapport aux intérêts des Blancs. Les intérêts des Blancs, c'était évidemment de faire une place aux Noirs et d'en tenir compte. Tout en maintenant vu le contexte, oui. Vu le contexte. Et si le problème c'est si mal réglé, c'est tout simplement parce que dans les mentalités des Européens, le verre est dans le fruit. On le voit aujourd'hui avec la mentalité de la repentance, du colonialisme et autres. Si l'Afrique du Sud a été lâchée dans les années 1980-90, c'est tout simplement parce que le monde blanc les a lâchés. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Bien sûr. On n'a jamais compris que l'Afrique du Sud, le peuplement blanc en Afrique du Sud, comme d'ailleurs en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est un prolongement de la vitalité du monde blanc. Et là, en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a laissé tomber les Blancs. Ils deviennent minoritaires et puis on leur fait comprendre que plus ou moins, ils n'ont qu'à rembarquer, quoi. Puis on nous fait comprendre aussi que c'est l'avenir de l'Europe. On fait comprendre, oui, voilà. Oui. On va peut-être en parler, mais quand on voit l'état de l'Afrique du Sud aujourd'hui, la fin de l'apartheid n'est pas le meilleur résultat, la meilleure chose qui a pu arriver à la fois aux Blancs, mais aussi aux Noirs. Bon. Et quand on pense aussi, même tous ces peuples-là, il faut voir ça sur la longue durée comme l'expansion du monde blanc à travers la planète. Cette expansion, elle est en Afrique du Sud, elle était aussi en Afrique du Nord avec les Français d'Algérie, les pieds noirs, ceux qu'on a appelés les pieds noirs. L'expansion du monde blanc, elle était en Amérique du Sud, ils y sont toujours, mais elle était aussi en Australie, elle est aussi en Nouvelle-Zélande. Si vous prenez l'Australie, aujourd'hui l'Australie prend des mesures pour préserver le caractère blanc et européen de l'Australie, parce que c'est une terre relativement vide par rapport aux masses de population asiatique qui sont à quelques encablures de bateaux. Et nous, aussi, aujourd'hui, on ne préserve même pas la spécificité blanche de l'Europe. À l'heure où on dit qu'il faut faire attention à l'écosystème et que des frelons asiatiques détruisent l'écosystème européen et tout ça, alors bon, voilà. Mais par contre, on fait venir des pirates somaliens, quoi. Et là, l'écosystème, apparemment... Voilà. Donc, non, mais il faut penser le fait que les Blancs aient perdu le pouvoir en Afrique du Sud, c'est une défaite pour toutes les populations d'Afrique du Sud, mais sur le long terme, c'est une défaite pour la civilisation européenne, blanche et chrétienne. Même si, en tant que catholique, on peut dire que ce sont des calvinistes, mais oui, bien sûr. Voilà. Hein.
il faut voir les choses comme ça. Alors aujourd'hui, en Afrique du Sud, le nationalisme afrikaner, il existe encore, mais à l'état de braise. Oui, vous dites qu'il ne reste plus grand-chose, mais il y a ces villes enclaves comme Orania. Orania, voilà. Mais là encore, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Cette ville Orania, ce sont des nationalistes afrikaners qui se sont installés sur les bords du Limpopo, dans une ville d'ailleurs qui était inachevée, qui avait été abandonnée. Et ils se sont installés dans cette ville qu'ils ont créée quasiment au bord du désert, mais au bord du fleuve Orange, et dans lequel ils sont en train de vouloir recréer un embryon d'État afrikaner. Un embryon d'État afrikaner. Et pour eux, c'était ce qui devait créer un nouveau Volksstaat, un nouvel État afrikaner. Je parlais tout à l'heure du général Viljoen. Le général Viljoen avait voulu créer cet État blanc, notamment dans cette région de la province d'Orange. Et le fait que le monde blanc soit trahi par ses dirigeants, d'ailleurs des dirigeants qui sont au service d'un magistère qui n'est plus chrétien d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a la pression interne et la pression internationale. La pression internationale, on fait qu'on n'a pas créé cet État blanc, effectivement. Cette patrie blanche. Avec Boshoff Avec Boshoff, oui. Boshoff. Boshoff qui d'ailleurs était le gendre de Verwoerd. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette communauté d'Orania, eh bien, à partir de rien, ils arrivent à être prospères, ils arrivent à se développer, au point même que le gouvernement de l'ANC... oui, les Noirs s'en inspirent, ils trouvent ça étonnant. Ouais. Ils trouvent ça étonnant, même ils viennent les visiter. C'est là où il y a 0% d'insécurité, les gens laissent leurs clés sur la porte. Oui, en revenant du travail, ils les retrouvent. Et voilà. C'est un bon modèle de civilisation pour le coup, niveau comportement correct et tout ça. Oui, au point que même les dirigeants de l'ANC viennent visiter. Et puis bon, apparemment, pour le moment, les relations se passent bien. Oui, c'est Julius Malema, là, qui est pourtant radical marxiste noir. Lui aussi, il a eu des déclarations anti-blanches très fortes. Des déclarations... Là, diplomatiquement, il a visité Orania, il a reconnu les bienfaits. Voilà, il en a reconnu les bienfaits. Voilà. Et il dit que ce sont des gens, ça marche parce que ce sont des gens qui ont la même culture, qui ont la même fraternité, la même manière de penser. Et ils sont soudés. Ça, cette histoire d'Orania, c'est un exemple. Le fait finalement que rien n'est jamais perdu. Oui, est-ce que ça partirait comme Romulus et Rémus avec une petite ville qui récupère tout Voilà. Mais c'est ce qui reste aujourd'hui du monde blanc en Afrique du Sud. Du Sud. Parce que de l'autre côté, les fermiers blancs qui sont installés un peu partout, il faut dire qu'ils sont progressivement massacrés. Ils sont victimes de discrimination négative aussi au travail et tout ça. Au travail et partout, oui. Vous avez aussi la même chose dans l'ancienne Rhodésie du Sud. L'ancienne Rhodésie du Sud, lorsque les Blancs ont abandonné le pouvoir en Rhodésie du Sud, qui était un pays extrêmement prospère, très très vite le pays est tombé en ruine. Aujourd'hui, vous avez une inflation de je ne sais pas combien de milliers de pourcents. Mugabe, qui a pris le pouvoir, a réduit la Rhodésie, donc le Zimbabwe, d'un État prospère à un État miséreux. Alors effectivement, il jouissait d'une grande aura dans le monde noir parce qu'il avait instauré le pouvoir noir. Mais économiquement, il a détruit son pays. Vous avez aussi la même chose en Namibie. Alors, que dire de l'actuelle Afrique du Sud sous contrôle des Noirs? Les Blancs y ont-ils encore un avenir? L'Afrique du Sud, telle qu'elle est aujourd'hui, est un État qu'on nous présente encore comme la puissance majeure de l'Afrique. La nation arc-en-ciel, c'était les années 90. Bon, l'Afrique du Sud avait effectivement la première industrie d'Afrique, avait l'armée la plus puissante d'Afrique.
Aujourd'hui, vous avez les bateaux de la marine sud-africaine qui rouillent dans les ports avec des officiers incompétents. Je crois que c'est. Oui, même Bernard Legan, il a dit l'Afrique du Sud, il y a quelques décennies, intéressée, je veux dire, à échelle géopolitique. Et maintenant, elle est sortie du cadre, en fait. Elle est inutile à échelle mondiale. Elle est inutile parce que tous les cadres, qui étaient des cadres blancs, des cadres formés qui tenaient le pays, ont été progressivement mis de côté, éjectés. Et à la place, on a mis des Noirs qui n'étaient pas nécessairement formés et qui on cherchait plutôt à s'emparer des richesses plutôt qu'à développer l'activité du pays. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays qui s'enfonce dans la pauvreté. En plus, vous avez un des taux de criminalité, je crois que c'est le deuxième taux de criminalité le plus élevé du monde. Oui, la Coupe de football qui s'était faite en 2010, la Coupe de foot mondiale en Afrique du Sud, il y avait des multiples consignes. Dès que vous sortez de l'aéroport, ne regardez personne dans les yeux, foncez tout droit, allez dans votre hôtel. Enfin, Bernard Legan avait d'ailleurs balancé toutes ces choses-là. Bernard Legan a effectivement bien traité les problèmes d'Afrique du Sud depuis longtemps. Mais il est le seul d'ailleurs à dire les choses clairement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est ostracisé par le monde médiatique. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays qui court à la ruine. Alors, tous les Blancs qui peuvent partir, qui ont les moyens de partir, s'en vont, et ceux qui restent, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens. Vous avez, les fermiers, j'en parlais tout à l'heure, vous avez un fermier blanc en moyenne par semaine qui est assassiné. C'est énorme. Par exemple, un des chefs Eugène Terre-Blanche, qui était très qui était très connu connu. et qui était un des chefs du nationalisme afrikaner, a lui-même été assassiné. A été assassiné, non pas pour mauvais traitement des Noirs, au contraire, mais tout simplement parce qu'il y a un esprit de revanche, un esprit de racisme anti-blanc qui est extrêmement fort en Afrique du Sud. Alors, et les richesses, c'était les bijoux, les fruits et légumes, et un peu de tout. Les mines. Les mines, les mines de diamants, les mines d'or, à Kimberley, en fait. Voilà, dans le Griqualand. Vous voulez parler aussi des massacres dont était responsable Ramaphosa. L'actuel président, alors vous aviez Jacob Zuma, qui était tellement corrompu que finalement même ses pairs l'ont poussé vers la sortie. Mais il est remplacé par Cyril Ramaphosa, qui lui est peut-être beaucoup plus présentable, mais qui est un personnage au passé quand même pas tout à fait exemplaire. Bon, il a pendant longtemps été un avocat au service de la De Beers. Et puis ensuite, après, il s'est enrichi assez facilement en tant qu'avocat des compagnies blanches, des compagnies européennes. Et lui-même est devenu propriétaire de certains actifs miniers, notamment de mines de platine. Et aujourd'hui, on lui reproche le massacre de 2012 dans la mine de Marikana, où il a laissé tirer sur des mineurs qui réclamaient quoi? Ils réclamaient simplement de toucher leur paye qu'on ne voulait pas leur donner. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud est gouvernée par un parti qui est l'ANC, qui est un parti raciste, un parti d'origine communiste, parce que Mandela était terroriste communiste. Et un parti qui conduit son pays à la ruine. Et alors, il y a quand même une influence occidentale, on voit que sur Ramaphosa, tout ça, parle des droits de l'homme et tout ça, mais alors eux, ils le comprennent dans une acception qui n'est pas la même, ils mettent un espèce de tribalisme noir derrière, ce n'est même plus la même conception. Non. Et de toute façon, les Noirs ont toujours été organisés en tribus, en groupes de tribus, et eux, ils ont une conscience raciale de ce qu'ils sont. Alors, on parle des Noirs en général, mais quand vous les regardez à l'intérieur... même en termes ethniques. Vous avez les Matabélés, vous avez les
les Xhosa, vous avez les Zoulous, vous avez une succession d'ethnies intérieures, et eux, s'ils arrivent à s'entendre contre le blanc, entre eux, ils savent très bien qui ils sont, et ils s'entendent beaucoup moins. Ils s'entendent beaucoup moins. Non, le vrai problème de l'Afrique du Sud, c'est toujours pareil, c'est cet antiracisme qui a fait que les Blancs, le peuple blanc, le monde blanc, a perdu conscience de ce qu'il était. Antiracisme, nom de code pour racisme anti-blanc, en fait. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui court malheureusement vers le tiers-mondisme. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques îlots qui se maintiendront, je ne dis pas qu'il va tomber aussi bas que des pays qui n'ont jamais rien eu, ou très peu comme le Mozambique. Oui, les bidonvilles d'Afrique de l'Ouest, en fait, voilà, mais, qui existent aux États-Unis avec Détroit. De grandes puissances économiques, l'Afrique du Sud tombe à zéro. Oui. Et on peut dire une chose, alors un enseignement économique extrêmement important. C'est que pendant l'apartheid, la politique occidentale à l'égard de l'Afrique du Sud a fait qu'il s'est développé un embargo économique. Et les Sud-Africains, à l'époque, ont eu la fierté, ont eu l'énergie de développer une économie nationale. Avec cette économie nationale, ils ont fait d'ailleurs comme l'Allemagne dans les années 30 quand elle était ostracisée, ils ont développé une politique d'autarcie qui a fait que ça a créé, ils ont développé des produits de synthèse, des produits de substitution, qui ont développé l'économie, qui ont forcé la science, qui ont fait énormément, qui ont montré qu'avec une minorité de gens, mais déterminés, ne comptant que sur eux-mêmes économiquement, on arrivait à développer une puissance économique extrêmement puissante. Ils avaient même mis au point un système assez révolutionnaire de machines à vapeur avec la pulvérisation du charbon qui faisait passer le rendement de la machine à vapeur de 10% à 40%. Bon, le système n'a pas été développé, mais c'est simplement pour dire que des peuples qui vivent avec leurs propres moyens et qui ont leur pleine souveraineté et qui ont les capacités intellectuelles de le faire, le savoir-faire pour le faire, arrivent à des résultats extraordinaires, beaucoup plus que quand on a les frontières ouvertes et qu'on est pillé par le libre-échange à tout craint, comme on a actuellement. Donc autrement dit, c'est ce que l'on peut dire aujourd'hui, l'Europe qui se retrouverait à se replier sur elle-même et à ne compter que sur ses propres forces en retrouvant sa souveraineté financière, monétaire, économique et industrielle, eh bien, arriverait sûrement en quelques années à de nouveau être la première puissance économique du monde. À reprendre sa place. Et à reprendre sa place. Qu'elle a perdu, enfin si rien ne change, en fait, c'est la Chine qui la prendra. C'est la Chine qui la prendra, tout simplement parce que la Chine, de ce côté-là, est maîtresse de sa souveraineté. Maîtresse de sa souveraineté. Et l'enseignement qu'on peut avoir de l'apartheid, c'est que finalement, un peuple fier de lui, ne comptant que sur ses propres forces et étant sûr de son bon droit, eh bien, arrive à des résultats extraordinaires et à devenir une puissance importante. Et si l'Afrique du Sud n'avait pas été atteinte par la corruption mentale du monde occidental, eh bien, elle n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Elle n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Un pays comme l'Afrique du Sud devait conserver inévitablement une direction blanche. Et vous dites, avec la mentalité qui s'affaiblit, c'est-à-dire que certains blancs disposaient de serviteurs noirs, c'était pas de l'esclavage, mais et en fait ils voulaient pas s'en séparer. Et c'est aussi ça qui fait que le système d'apartheid ou de développement séparé a craqué, quoi. Ah ben le système, mais oui, à partir du moment où vous avez ce mélange et que vous avez de populations, que vous voulez maintenir en même temps une séparation, une hiérarchie, si l'on veut dire, même si elle n'est pas... bon, je pense qu'on aurait pu trouver un système de hiérarchie non infamante comme ça existait. Mais à partir du moment où vous avez un mélange de population et que l'on vous dit que vous avez une mentalité religieuse qui fait que tous les hommes sont égaux et qu'on ne doit pas faire de différence, et bien à partir de ce moment-là, le système s'effondre. Le système s'effondre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça le système de hiérarchisation communautaire dans
dans un monde chrétien, ne fonctionne pas. Alors qu'il fonctionne en Inde, en islam ou ailleurs. Voilà. Alors, quand on vous parle de tolérance de l'islam ou autre, ben oui, mais c'est un système de hiérarchisation communautaire, avec de temps en temps des accès de rage des dirigeants, puisque moi je vais en faire toute l'histoire de musulmans. Mais voilà. Et pour vous donner quelques statistiques, oui, il y a à peu près 800 000 Blancs qui ont quitté ces terres d'Afrique du Sud. Oui. Il y a actuellement environ 400 000 Blancs qui vivent sous le seuil de pauvreté, absence de soins médicaux. Et tout oui, ça. Qui vivent dans des bidonvilles. Oui, 80 environ de bidonvilles et tout ça. Oui, on n'a pas idée de l'état dans lequel se trouve une partie de la population blanche. Qui représente donc 10% à peu près démographiquement. À peu près des 10% aujourd'hui, oui. Alors à terme, où ils disparaissent, où ils se regroupent, mais... Donc il reste Orania. Ouais, mais... Voilà. Alors on verra dans les années, dans les décennies qui viennent. Mais le fond de l'affaire aussi, c'est la démographie. C'est la démographie. Si les Afrikaners avaient fait beaucoup plus d'enfants, ils auraient pesé un poids politique. Ils auraient pesé un poids politique beaucoup plus important. C'est la chose étonnante qu'on a constatée en France avec mai 68, c'est-à-dire que c'est bien après la génération de baby-boomers, et du coup ça donne un poids démocratique plus fort. Tellement il y a d'enfants. Alors on imagine si les familles sont liées entre elles par l'église ou par la commune et tout ça, ça fait un pouvoir politique qui fait qu'un État ne peut plus le nier. C'est comme si tous les Blancs se mettraient à être conscients d'eux-mêmes et de l'hostilité dont ils sont victimes, la pression internationale ne pourrait plus ignorer ce fait. Ah ben non, à partir du moment où une conscience ethnique se développait en Europe parmi les peuples blancs, et de toute façon, elle commence à se développer. Après. Oui, elle commence à se développer. Mais pour l'instant, il y a encore une chape de plomb gauchiste qui fait que ça... Voilà. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Une question de survie. Et chez nous, aujourd'hui, la maison est en feu et il faut la sauver, quoi. Bien, je pense qu'on a traité un peu de tout et beaucoup d'éléments déjà. Et du coup, on va donner les quelques éléments pour suivre les activités de militants. Si vous voulez nous contacter pour tout échange, vous pouvez nous contacter par courriel sur l'adresse contact@journal-bio-militant.fr. Pour nous suivre, n'hésitez pas à consulter le site www.revue-bio-militant.fr. Et M. Grognon va nous donner les infos pour la revue papier. Alors, les infos pour la revue papier, eh bien, pour vous abonner, vous pouvez faire un abonnement d'essai de 6 mois, renouvelable une fois, 25 €. L'abonnement normal est de 59 €. Et vous pouvez nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10, ou consulter le site internet revue-militant.fr. Très bien. Je pense d'ailleurs qu'on va diffuser un peu ces petits dossiers d'articles en plus de la vidéo, histoire d'accompagner, donner plus d'éléments. Donc à la prochaine. Merci à vous, M. Grognon. Merci Florian. Merci Blandine. Merci, M. Grognon.